Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la publication du dernier numéro d'El Jaish qui souligne l'importance des défis qui se posent à l'Algérie et la poursuite des efforts pour contrecarrer les menaces qui ciblent le pays. La résistance et l'unité des Algériens ne datent pas d'hier. La lutte des tribus Touaregs durant la guerre de libération nationale est édifiante. Une conférence est organisée aujourd'hui à Alger. La campagne de vaccination antigrippale se poursuit jusqu'à la fin de la saison hivernale, rappelle le ministère de la Santé. Le département de Seyhi qui rassure, aucun cas de virus HMPV n'a été détecté en Algérie. Le génocide se poursuit à Gaza. L'Irlande demande à se joindre à l'Afrique du Sud dans sa plainte devant la Cour internationale de justice. Révolution numérique, les voyageurs peuvent acheter leurs billets en ligne ou par carte bancaire au niveau des guichets. Une campagne de sensibilisation est lancée à la gare routière du Caroubier. Les faux profils foisonnent sur la toile. Ils usurpent soit des particuliers, soit des entreprises pour arnaquer les citoyens. Madame, Monsieur, bonjour. L'Algérie souveraine dans ses décisions, elle n'acceptera aucun chantage, tutelle ou soumission, quelle que soit la partie qui l'exerce. Une position réitérée dans l'édito d'El Jaish, dont son dernier numéro, Hanan Seissi. Une position réitérée avec davantage de détermination face notamment à l'ampleur des défis à relever, des menaces auxquelles il faut faire face et pour contrecarrer les plans et les tentatives des ennemis incommodés par le processus d'édification d'une Algérie nouvelle et victorieuse, souligne l'édito. Une Algérie prospère, pionnière et acteur incontournable dans son environnement régional et international, ferme sur ses principes et ses positions, souveraine dans ses décisions, forte de son peuple et de ses institutions et sûre grâce à son armée nationale populaire, poursuit l'édito dans cette mise au point. Le magazine rappelle que l'Algérie rejette toute provocation, chantage, toute tutelle ou soumission à toute partie, quelle que soit sa puissance, comme souligné d'ailleurs par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale. L'édito met en amont la cohésion des Algériens et leur solidarité, des principes qui éclairent la voie des générations successives dans la consolidation des fondements de l'État national sur la base des principes de la Révolution de novembre. L'Algérie avance résolument sur le bon chemin, une Algérie souveraine, forte, stable et développée à laquelle aspirent aujourd'hui ses fils honorables, comme l'a souligné le général d'armée Saïd Chengreha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, relève également l'édito d'El Jaish. Le gouvernement algérien a rejeté et condamné les propos tenus par le président français, les qualifiant d'immixtion éhontée et inacceptable dans une affaire interne. C'est ce qu'a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Le gouvernement algérien a pris connaissance avec beaucoup d'étonnement des propos de Macron qui déshonorent avant tout celui qui a cru devoir les tenir de manière aussi désinvolte et légère. Ces propos ne peuvent être que réprouvés, rejetés et condamnés. L'unité de l'Algérie, une réalité ancrée dans l'histoire, en témoigne notamment la résistance farouche des tribus dans le grand sud du pays contre l'occupation. Aïssa Qassimi l'a relevé ce matin, il est chercheur en histoire, il répond aux questions de Maya Elkins. C'est la commémoration de la lutte, de la résistance historique et prestigieuse des tribus Touaregs qui n'ont jamais accepté que leur terre soit souillée par des étrangers. Les Touaregs sont des nationalistes purs et durs. Cette résistance, c'est une résistance qui a mobilisé toutes les tribus Touaregs, allant de Djanet jusqu'à Tamanrasset, jusqu'à Ain Salah, toute l'étendue de ce territoire jusqu'à Tanzrof. C'est une résistance qui a laissé sur le terrain des centaines de chouhada qui sont tombés et qui ont arrosé cette terre par leur sang. Des propos recueillis en marge d'une conférence organisée ce matin au Forum d'El Moudjahid. Développement des zones frontalières, le ministre de l'Intérieur est à Tabarka en Tunisie qui abrite les travaux de la commission technique chargée d'évaluer la feuille de route établie lors de la première réunion bilatérale tenue en Algérie il y a une année.
Le président directeur général de Sonatrach en déplacement aujourd'hui à la zone industrielle de Skikda au lendemain de sa visite à la station de dessalement de Koudiet Draouch à Tarf, une station qui sera mise en service dès le 7 février. Les voyageurs peuvent acheter leurs billets en ligne ou par carte bancaire. Une campagne de sensibilisation est lancée au niveau des gares routières. Maïssa Smaïl, reportage. À l'entrée de la gare routière des Grands Invalides de la guerre de libération, un guichet libre-service permet l'achat de billets par paiement électronique, une initiative appréciée des voyageurs. هي سيفري صح مليحه ما ديرش لاشين ومامبو تيفيتي السرقه. حاجه مليحه سوتو الواحد لي فواياجي بزاف، عندك كان فواياج ما عندكش دراهم ما كاش ديستريبيتور فارغ ولا عندك الافونس باش تفواياجي. خير ما تلف الدراهم خير ما تشري لاكارت تروح بها. سي كيك شوز دو بيان بور يوتيليشن بور بوكو دو شوز. La Sogral modernise ses services et compte se tourner d'ici la fin 2025 vers une généralisation du paiement par carte au niveau de ses guichets. Abdelaziz Issaad, directeur de l'information à la société Sogral. Toutes les gares à travers le territoire national sont dotées de TPE. Et nous avons aussi le paiement en ligne via l'application Mahatati. Mahatati, on peut réserver le billet, toute l'information par rapport au départ. Le voyageur, lorsqu'il arrive à la gare, il a déjà son billet, il a connu déjà l'opérateur avec lequel il va partir, l'heure et tout ça. 2024, les ventes avoisinent les 81 000 billets. Cependant, l'éducation financière et numérique reste essentielle, selon Mohamed Issaoui, président de l'organisation Himayatek. Le citoyen algérien ne connaît pas les prestations qui concernent le paiement électronique qui facilitent leur vie. Il faut justement que cette confiance qui est perdue dans ces transactions, c'est notre rôle en tant qu'organisation pour expliquer aux citoyens que cette transaction, elle est sécurisée, elle est instantanée. 2025, c'est une année de transition numérique et paiement électronique. Cette campagne s'étendra sur 70 autres gares sur le territoire national. Les gares qui accueillent plus de 200 000 voyageurs par jour offrent une véritable plateforme pour la promotion du paiement électronique. Dynamisation de la place financière, l'entrée en bourse du CPA et prochainement de la BDL à partir du 20 janvier donnera une nouvelle impulsion à la capitalisation boursière. Le directeur général de la Bourse d'Alger l'a souligné ce matin. Yazid Ben Mouhoub était l'invité de la matinale. Depuis la création de la bourse, l'année 2024 a été une année exceptionnelle à tout point de vue. D'abord, l'entrée en bourse du CPA, c'était un événement historique. Celui de la BDL le sera également. Alors, elle a permis à la capitalisation boursière d'augmenter donc de 72 milliards à 522 milliards de dinars, pratiquement 662% d'augmentation, c'est énorme. Elle a permis aussi à la valeur transigée d'augmenter de manière significative. La valeur transigée, c'est-à-dire le montant qui ont été échangés sur le marché. Avant l'arrivée du CPA, nous étions à quelque chose comme un peu plus de 500 millions de dinars. Avec l'arrivée du CPA jusqu'au 31-12, la valeur transigée dépasse les 2 milliards 700 millions de dinars. C'est une augmentation qui est de l'ordre de 441% et ça crée en fait une émulsion au niveau du marché et ça demande aussi ici à ce que l'ensemble des acteurs du marché boursier mettent la main à la pâte pour créer aussi la liquidité nécessaire. La start-up Moustachir a permis une augmentation des souscripteurs de 20% par rapport aux titres disponibles. Yazid Ben Mouhoub. La start-up Moustachir, elle a pu lever aujourd'hui 94 millions de dinars. L'opération a été une réussite totale et il y a eu même une sursouscription, c'est-à-dire que le nombre de titres mis à la disposition notamment du grand public ne suffisait pas par rapport à la demande. Il y a eu 20% de demandes de souscription supérieures à ce qui a été déjà mis sur le marché. Donc nous considérons que c'est véritablement une réussite et c'est aussi une façon de dire que la bourse qui a financé le CPA à hauteur de 112 milliards de dinars peut financer donc des grandes entreprises, mais elle peut financer aussi des start-up. Donc aujourd'hui, la bourse est là pour soutenir la croissance économique nationale. La bourse d'Alger qui devrait lancer courant 2025 la digitalisation des opérations. Ce cri d'alarme de l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, les hôpitaux de Gaza sont devenus des pièges mortels. L'UNRWA appelle ce mercredi à un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Les enfants meurent de froid. 8 ont déjà perdu la vie ces derniers jours et ceux qui ne sont pas tués par les bombardements aveugles de l'armée d'occupation meurent de faim. Depuis Deir el-Balah, au centre de Gaza, on écoute le témoignage du journaliste Rami Abou Jamous. Il est contacté par Rabia Slimani. La majorité des hôpitaux, surtout
surtout le nord. Il y a l'hôpital Kamal Adwan, il y a l'hôpital Amnésien, ils sont hors service. Il y a toujours à peu près entre 50 000 et 60 000 personnes qui sont toujours dans ce nord-là. Malheureusement, le seul hôpital qui est actuellement en service, c'est l'hôpital Al-Aouda. C'est pas vraiment un hôpital, c'est un hôpital qui est relié à une association. D'habitude, c'est une maternité. 7 enfants qui sont morts à cause de du froid. 8 personnes en général, mais parmi les 8 personnes, il y a 7 enfants. Au niveau alimentaire, parce qu'il n'y a pas d'aide alimentaire qui passe depuis un bon moment. Il y a la famine au nord. Les gens, ils n'arrivent pas. Il n'y a rien qui passe depuis plus de 3 mois. Concernant le sud de la bande de Gaza, malheureusement, on est dans la malnutrition parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le marché. Il n'y a pas d'aide humanitaire qui passe. Et surtout, ceux qu'on trouve dans le marché, c'est trop cher par rapport au pouvoir d'achat des gens. Donc, malheureusement, la majorité de la bande de Gaza, ils sont tués, soit par la machine de guerre de l'armée d'occupation, soit par la faim imposée par cette occupation, soit par le froid, malheureusement, parce qu'ils vivent dans des conditions très difficiles. La majorité, on parle de 1,6, 1,7 millions de personnes qui vivent toujours sous des tentes. Et l'Irlande qui a demandé de se joindre à l'Afrique du Sud dans sa plainte contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice. Tout le monde sait que ce qui est en train de se passer à Gaza, c'est un vrai génocide, que moi je l'appelle un gazacide, parce que c'est un génocide jamais vu qu'à Gaza, et qu'il y a un nettoyage ethnique, surtout au nord. On bombarde les gens, on détruit les maisons, on les oblige de fuir. C'est un vrai nettoyage ethnique qui est en train de se faire en direct, mais malheureusement ce monde-là il est tellement injuste qu'il ne bouge pas. Et en dépit de ce carnage, ce génocide en cours, les Palestiniens gardent confiance. On écoute le journaliste Assaad El-Beyrouti, journaliste à Gaza. Il est joint par Karima Benour. Malgré les horreurs que subissent les Gazaouis depuis le 7 octobre 2023 à cause des bombardements continus contre la population, nous avons toujours la certitude que la victoire viendra bientôt. Le mal disparaît toujours, comme l'Algérie qui a arraché sa liberté et a vaincu le colonisateur. La résistance palestinienne guette toujours l'armée sioniste. Les brigades Al-Qassam et leurs alliés utilisent la situation sur le terrain au nord de la bande à leur profit et jusqu'à l'heure, ils infligent des coups durs à l'armée sioniste qui utilise les citoyens comme boucliers humains. Mais cela n'a pas dissuadé la résistance qui rend le nord de Gaza invincible. Et pour rappel, l'Algérie qui préside ce mois de janvier le Conseil de sécurité fait de la Palestine sa priorité. À propos du Conseil de sécurité, une réunion sur la Syrie est prévue ce mercredi. Grippe saisonnière, le pic a été atteint ces derniers jours. Le ministère de la Santé rappelle l'importance de la vaccination, notamment pour les personnes dites vulnérables. Hassan Chemech. Chaque année, la grippe saisonnière fait des victimes parmi les personnes les plus vulnérables. La grippe est une maladie mortelle, surtout chez les personnes vulnérables. Jamal Fourar, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. Nous assistons chaque année à près de 5 millions de cas graves dans le monde et jusqu'à 650 000 décès annuellement. Pour dire qu'elle est, chez les personnes vulnérables, très grave et peut avoir des conséquences aboutissant au décès de la personne. Et actuellement, nous avons utilisé près de 83% des vaccins que nous avons acheté. Il est encore temps parce que vous voyez, il y a la vague de froid actuellement et il y a beaucoup de cas. Il y a le virus grippal qui circule actuellement et il faut se faire vacciner. Il n'est jamais trop tard. Le vaccin va diminuer les formes graves et va aider à réduire la mortalité chez les personnes vulnérables. Quelles sont les personnes qui ont un risque élevé de complications associées à la grippe saisonnière? Le professeur Soukhal, expert international. Ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans car la grippe à partir de cet âge devient une maladie mortelle. Les jeunes enfants, on commence à vacciner à partir de 6 mois contre la grippe. Les personnes obèses. Pour les enfants au-dessous de 6 mois, on fait du cocooning, c'est-à-dire qu'on va vacciner ses parents et sa famille, l'entourage, afin que ce virus ne puisse pas l'atteindre. Pour les experts, le moyen le plus efficace de se prémunir des complications de la grippe saisonnière demeure la vaccination. La femme rurale peut apporter sa contribution au développement économique. Au niveau local, des campagnes d'information sont menées pour vulgariser les dispositifs d'accompagnement. Escale à Bouira avec Aris Chachoua. Le secteur de la solidarité est celui chargé des startups et entreprises dans le cadre d'une convention bilatérale ont lancé depuis le 30 décembre une vaste campagne d'information et de sensibilisation au profit des femmes rurales. C'est pour les informer des différentes opportunités incitatives que l'État a mis à leur profit, souligne Tarek Tabti, directeur de la solidarité à Bouira. C'est une opération, l'objectif principal c'est d'inciter les femmes
habitant dans les zones rurales d'informer ces femmes aux différents dispositifs mis à leur disposition de l'État. C'est justement ce qui manque pour les femmes rurales pour qu'elles soient productrices et créatrices de richesses. Pour la plupart, elles sont déjà diplômées. Il leur suffit juste une orientation, un soutien et un accompagnement et l'avis d'une jeune étudiante de village. Cela rapproche l'information au village éloigné, notamment pour la femme au foyer. Vous savez, la plupart des femmes rurales sont maintenant formées dans des centres de formation. Elles ont des diplômes et d'autres femmes ont même des diplômes techniques. Alors cet accompagnement les encourage. La femme rurale a toujours eu cette culture de créatrice de richesse, selon les moyens dont elle disposait. Et maintenant, avec les différents efforts fournis par les pouvoirs publics par le biais des organes de soutien à l'emploi et par l'encouragement des start-upers, la femme rurale prouvera sûrement davantage son efficacité dans le monde de travail. Boura, Aris Chachoua, Algéchin 3. Les capacités de stockage de céréales renforcées, le programme concerne plusieurs wilayas, dont Mostaganem, qui a déjà réceptionné une partie des projets programmés justement ce mois de janvier. Les détails avec Yamina Hamdoud. Ces infrastructures apporteront une solution de stockage efficace, non seulement pour les agriculteurs de Mostaganem, mais également pour ceux des wilayas limitrophes en cas de surplus. Ils visent donc à offrir une solution de stockage efficace en cas de production abondante. Sabrina Ammara, chef de bureau de foncier agricole à la direction des services agricoles de Mostaganem. La wilaya de Mostaganem a bénéficié de 5 centres de stockage des céréales. Ces centres sont des entrepôts construits selon des normes internationales spécifiquement destinées aux agriculteurs de Mostaganem et des régions limitrophes. En cas de surplus dans les wilayas voisines, leurs récoltes pourront également être stockées dans ces centres. Les travaux de construction des centres de Oued El Khair, Stidia, Boguerat et Sidi Ali ont débuté en été 2024 et affichent désormais des taux d'avancement remarquables. En revanche, les travaux du centre de Sidi Bel Attar n'ont pas encore commencé. Le centre de Sidi Bel Attar n'a pas encore démarré en raison de l'absence du financement nécessaire. Cependant, le terrain a été sélectionné, approuvé et déclassé. Ces centres joueront un rôle important dans le soutien aux agriculteurs et contribueront à renforcer l'économie locale. De Mostaganem, Yamina Hamdoud pour Algéchin 3. Gare aux fausses annonces et pages sur les réseaux sociaux, notamment les faux profils sur ces plateformes sociales qui tentent de voler l'identité d'entreprise ou de personnalité pour essayer de gagner en crédibilité. Les détails avec Samia Alloun. Des faux profils, fausses pages qui inondent les réseaux sociaux, se faisant passer pour des personnalités ou prenant l'identité d'une entreprise, d'une institution ou autre forme semblable pour gagner en crédibilité et tromper plus facilement les internautes. Entre campagnes d'escroquerie orchestrées en prenant l'identité d'une entreprise connue à de fausses campagnes de recrutement ou de concours vous demandant de cliquer sur des liens ou de fournir des informations personnelles ou sensibles, les internautes sont appelés à redoubler de vigilance face à ces fausses annonces et faux profils qui pullulent sur les réseaux sociaux. Mohamed Beziou, créateur de contenu. Ces dernières années, on a vu une explosion du nombre de faux comptes sur les réseaux sociaux, souvent conçus pour imiter des entreprises, ou là des personnalités, ou bien des pages officielles, et surtout des pages de vente. Et on voit des conséquences d'internautes piégés par des arnaques, par exemple, des campagnes de désinformation. Ces faux comptes, ils publient des contenus malveillants ou ciblent des marques avec des commentaires négatifs, par exemple. La vigilance est essentielle. Il faut vérifier toujours les informations et privilégier les interactions avec des sources crédibles. Des usurpateurs virtuels qui jouent sur l'image, sur les interactions pour piéger un maximum de personnes, d'où l'importance de rester vigilant en vérifiant la moindre information ou annonce partagée, en se référant à des facteurs clés comme la fréquence des publications, l'authenticité de la page en question, l'ancienneté ou l'orthographe, des facteurs qui aident grandement à différencier entre ce qui est vrai et ce qui est faux sur les réseaux sociaux. Le costume traditionnel de l'Est algérien en fête dans plusieurs villes de la région, notamment Constantine. Après son classement sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO, les amateurs, même plus, sont attachés à cette marque identitaire. Hayat Karboua.
Le classement sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO du costume de cérémonie de l'Est algérien continue de susciter joie et fierté, surtout parmi ceux qui militent à leur manière pour la préservation de nos traditions et savoir-faire. Écoutons Mohamed Ben Nassef, il est président de l'association des Amis du musée Sirta. Il y a des pays qui veulent s'attribuer cette Gondora. On a toujours vécu le Gondora ici, que ce soit homme ou femme, connaît la valeur de Gondora de Constantine. Gondora, Beina, depuis la nuit des temps. Je suis vraiment content du résultat. Sur ce sujet, il fallait travailler d'abord sur le tissu et sur la couleur. Moi, je me suis amusé à essayer de retrouver la couleur initiale. Je me suis arrivé jusqu'à l'époque romaine pour retrouver tout ça. On a tout le monde pense à Annaba, non? C'est l'Annab. C'est cette couleur décrite. Ce n'est ni du bordeaux, ni du rose, ni du carmin. Le vêtement masculin de Constantine est d'une extrême beauté et finesse. Plusieurs éléments, dont le pantalon, méritent une place sur la liste du patrimoine universel de l'UNESCO. L'habillement de l'homme, ils étaient vraiment très chics. C'est l'aristocratie pure. Il n'y a aucun point qui devait dépasser. Le vêtement constantinois, trois étages. Pour les agriculteurs, pour les citadins, pour les gens qui montent sur des montures. Il y a du pain sur la planche pour les artisans, les artistes, les chercheurs et autres passionnés du patrimoine, car le nôtre regorge d'éléments d'une valeur exceptionnelle et mérite de ce fait classement et sauvegarde. Constantine Hayat Karboua, Algéchan 3. C'était la dernière page de ce 12-13 réalisé par Selma Figuir et Ahmed Dadouad. L'un était à la console technique, Tahar à la régie d'antenne et Yassine au streaming. Tout de suite le bulletin météo avec Karima.